Tu veux changer, tu y penses depuis des mois, peut-être des années. Faire évoluer ton offre, monter en gamme, te repositionner, lancer ce projet ou cette nouvelle offre qui te trotte dans la tête. Tu en parles à tes proches, tu prends des notes, tu lis, tu écoutes des podcasts, tu observes ce qu'ils ont fait. Et pourtant, tu ne changes rien. Les mois passent et tout reste exactement pareil. Ce que tu ressens face à ce constat, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas de la paresse, car tu travailles énormément. C'est une forme d'immobilisme qui te ressemble si peu que tu ne le comprends même pas toi-même. Et l'inévitable question que tu te poses dans ces moments-là, c'est mais qu'est-ce qui me bloque au juste? Alors voilà ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Pas un énième discours de motivation, ton enjeu n'est pas une question de motivation. Pas une injonction à sortir de ta zone de confort, formule que tout le monde répète et qui n'a jamais débloqué personne. Non. Je vais te montrer le mécanisme précis qui te fige, un mécanisme documenté, presque universel que j'ai moi-même vécu et surtout que tu peux corriger. Et je vais te donner deux outils très concrets pour le faire et te remettre en mouvement. Le second est une action de 5 minutes, oui seulement 5 minutes littéralement, et tu pourras le faire avant la fin de cette vidéo. Mais d'abord, dis-moi si tu te reconnais. L'indépendant qui réfléchit à faire évoluer son offre depuis 2 ans et qui a des notes dispersées un peu partout, des idées, des ébauches de positionnement, des captures d'écran de concurrents inspirants, il attend le bon moment. Et en attendant, il continue de prendre des missions par sécurité, y compris celles qui l'éloignent de là où il voudrait vraiment aller. Résultat, pendant que la réflexion dure, cette sensation de dispersion s'accentue et son positionnement se dilue un peu plus chaque trimestre, un peu plus chaque mois. En fait, le coût de l'immobilisme est invisible, mais il se paie tous les mois. Maintenant, regardons le mécanisme d'un peu plus près. Commençons par une réalité que personne ne dit vraiment dans les contenus qui portent sur le changement. Ton cerveau préfère une situation connue, même douloureuse, à une incertitude inconnue. C'est le biais du statu quo. Il est documenté depuis des décennies en psychologie de la décision. Ta situation actuelle a des défauts, mais tu les connais. Et grosso modo, tu sais les gérer. Ils sont prévisibles. L'évolution que tu vises présente des promesses, certes séduisantes, mais elles sont incertaines. Et l'incertitude pour ton cerveau pèse plus lourd que l'inconfort, d'autant que l'urgence de te sortir de cette situation actuelle, cette force négative qui pourrait t'amener à bouger, ne se fait pas vraiment sentir. Alors ton cerveau choisit l'inconfort, tous les jours, sans véritablement te demander ton avis. Et il te leurre en maquillant ce choix en prudence, en rationalisant cette conduite pour éviter que tu ne rentres toi-même en dissonance cognitive. Dès lors, tu te dis, j'ai besoin de plus d'informations. Je vais collecter quelques sources et lire ce dernier livre sur le sujet. J'ai besoin d'un meilleur plan. Je dois d'abord travailler mon design. Je dois d'abord travailler ma page de vente. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que tout cela te parle? Ces phrases semblent raisonnables. Elles sont en réalité le langage du biais du statu quo, la surinformation, la surplanification, la surperfection, car à ce niveau-là, ce n'est même plus de la perfection. Et la liste des prérequis qui s'allonge. Autant de façons socialement acceptables de ne pas bouger, de ne pas te mettre en mode exécution. Oui, tout cela, je l'ai vécu comme toi, et je peux même t'avouer qu'une grande partie des personnes que j'accompagne se trouvent aussi dans cette même situation. Un point important avant d'aller plus loin. Cette peur de l'inconnu n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection qui t'a rendu service des milliers de fois. Le problème n'est pas son existence en tant que telle. Le problème, c'est que quand elle déborde de sa fonction, qu'elle te submerge et t'empêche d'avancer alors que tu as tant de choses à créer, parfois même une mission à accomplir. Et la frontière est simple à formuler. La peur devient un problème quand l'évitement coûte plus cher que le risque. Chez toi, indépendant, futur entrepreneur, on y est probablement. Chaque mois d'immobilisme est un mois où ton marché bouge sans toi, car le marché, évidemment, ne t'attend pas. Un mois où tu ne peux pas servir tes clients et récolter les bénéfices de cette nouvelle activité. Face à ce blocage, la réponse instinctive, en particulier celle de nous autres travailleurs du savoir et de la connaissance, c'est de réfléchir davantage. Et c'est tout à fait compréhensible. Analyser encore, analyser plus, interroger l'IA, peaufiner le plan et puis surtout, attendre d'être sûr. Attendre que tout soit nickel.
Et cette approche, aussi rationnelle qu'elle peut sembler, part d'une hypothèse qui est rarement vraie. L'hypothèse que la certitude viendra de la réflexion, qu'elle viendra de plus de réflexion. Mais la certitude totale n'existe pas, nulle part et pour personne. Les réponses que tu cherches ne sont pas dans ta tête, elles sont dans le monde réel. Est-ce que cette nouvelle offre intéresse quelqu'un? Tu ne le sauras pas en pensant, tu le sauras en la proposant. Est-ce que le prix est juste? Là aussi, tu ne le sauras qu'en le testant. Dis-toi que c'est la réflexion qui entretient la peur et que c'est l'action qui la réduit. Chaque petit test, chaque petit pas rétrécit la zone de flou et d'inconnu. Chaque semaine de réflexion supplémentaire l'agrandit. Dans quelques minutes, je vais te donner une question à te poser qui inverse complètement la charge de la peur. Elle vient de la recherche sur la décision et le regret. Et elle fait souvent plus d'effet que des mois d'analyse. En premier lieu, je te propose un changement de perspective fondamental. Contrairement à ce que tu pourrais penser, une évolution professionnelle, ça ne se décide pas, ça se teste. Tu n'as pas à choisir entre rester dans ta situation actuelle et faire le grand saut. Tu peux découper cet inconnu que représente ton futur désiré en fines tranches. De fines tranches d'une semaine, par exemple. Chaque tranche devient une expérimentation. Chaque expérimentation produit une information et chaque information réduit le risque du pas suivant. C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux qui semblent oser. Ils ne sont pas plus courageux que toi. Ils prennent des risques plus petits, plus souvent, et adoptent la stratégie des petits pas. C'est le moment de la question que je t'ai promise. Alors la voici et je te la pose. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu regretteras de ne pas avoir essayé? Je la répète. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu regretteras de ne pas avoir essayé? Ah ok, j'avoue. Ce que fait cette question, c'est déplacer la peur. Jusqu'ici, ta peur se nourrissait et envahissait le risque de l'action, classiquement, je dirais. Et si j'échoue, et si je perds du temps, et si ça ne marche pas? La question que tu viens de te poser va, quant à elle, réveiller une autre peur, celle qu'on oublie toujours, le risque de l'inaction. C'est la même qui peut faire naître ou renaître ce sentiment d'urgence que j'évoquais au début de cette vidéo. Et beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ce domaine du regret et ils sont plutôt unanimes sur la question. À long terme, nous regrettons bien plus ce que nous n'avons pas tenté que ce que nous avons vraiment raté. En somme, l'échec s'efface, le renoncement reste. Passons maintenant aux 2 outils. Le premier, c'est le MVP personnel, le produit minimum viable appliqué à ton évolution. Le principe, tu vas définir la version minimale de ton changement qui soit testable cette semaine. Pas le projet complet, pas la nouvelle offre complète, finalisée, avec sa page web, son tunnel de vente et sa plaquette commerciale. Non, la version minimale qui produit un apprentissage réel et qui te permet de valider tes premières hypothèses de valeur. Concrètement, ça peut prendre 3 formes, de la plus simple à la plus élaborée. Première forme, la plus simple, tu pitches ta nouvelle offre à un client existant. Tu restes en mode conversation informelle, tranquille, sans engagement. Par exemple, tu lui dis, voilà ce que je réfléchis à proposer. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu en penses? Deuxième forme, tu montes un petit workshop en mode expérimental ou près d'un petit groupe. 45 minutes, 1 heure 30, à toi de voir, en présentiel ou en ligne. Hem, Encore une fois, groupe de moins d'une dizaine de personnes, donc c'est gratuit ou presque. Et tu observes si, ça résonne, comment les choses prennent. Troisième forme, tu publies un contenu qui annonce le virage que tu prends, un post qui prend position sur ce nouveau domaine ou qui tease sur ton nouveau projet. Et là encore, tu regardes qui réagit et comment ils réagissent. Ça, je l'ai fait à plusieurs reprises et j'avoue que les retours sont plutôt intéressants. Dans les 3 cas, la règle est la même. Tu mènes l'option choisie sur 1 semaine maximum et tu poses un critère de succès défini à l'avance qui sera lié à ce que tu veux apprendre de cette expérimentation. À la fin de la semaine, tu as des données bel et bien réelles et tu décides du pas suivant sur des faits, non pas sur tes peurs et leur manque d'objectivité flagrante. Le deuxième outil que je te propose, c'est le premier pas ridiculement petit. Et j'insiste sur le ridiculement. Le principe vient des travaux sur la formation des habitudes et le passage à l'action. Quand tout se fiche, quand l'objectif semble trop imposant et te bloque, ce qu'il faut travailler, c'est la taille du premier pas. Celui-là même qui te permettra d'enclencher toute la dynamique. Quand je parle d'un premier petit pas, ridiculement petit, c'est une première action qui ne doit pas te prendre plus de 5 minutes. Un premier pas de 5 minutes qui ne peut pas échouer. Par exemple, envoyer un message à une personne qui a déjà fait ce que tu envisages de faire pour solliciter son avis
sur un point particulier ou juste lui poser une question. Réserver le nom de domaine de ton futur projet. Écrire les 3 premières lignes du post qui annonce ce moment important pour toi. Créer en quelques clics ta future chaîne YouTube. Créer des alertes de veille sur des mots-clés liés à ton offre. Ces actions paraissent dérisoires. Elles ne le sont pas du tout. Parce que le plus dur dans un changement, ce n'est jamais l'ampleur de l'effort. C'est d'abord casser l'inaction, casser l'immobilisme. Une fois en mouvement, même minuscule, la dynamique change. L'élan que tu te donnes à ce moment compte davantage que le reste. Avant de fermer cette vidéo, je te lance 2 invitations concrètes. La première, mets cette vidéo en pause et fais ton premier pas de 5 minutes. Là, tout de suite, maintenant. Le message dont je te parlais, le nom de domaine, les 3 lignes de ton post, la création de ta chaîne YouTube, les mots-clés pour ta veille, peu importe lequel, mais fais-le et reviens. Pense à revenir quand même. Quand je te dis de le faire maintenant, je suis très sérieux. La différence entre ceux qui évoluent et ceux qui y pensent se joue exactement dans ce genre de moment. La deuxième invitation, cette semaine ou lundi prochain, définis ton MVP personnel. Une phrase, voilà ce que je teste, voilà en combien de temps, voilà ce que j'observe au travers de cette expérimentation. Une expérimentation sur la semaine, un MVP personnel dont tu pourras voir les résultats à la fin. Enfin, si tu veux mesurer où tu en es sur ton rapport au changement et à l'expérimentation, j'ai mis en ligne un petit test rapide sur ces dimensions clés de l'agilité personnelle. Rapide et résultat immédiat. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui te bloquait, dis-le en commentaire et dis-moi quel a été ton premier pas de 5 minutes. Ça m'intéresse vraiment. Et si tu veux aller plus loin sur ces questions, abonne-toi tout simplement. Chaque semaine, un sujet, des actions, des outils que tu peux utiliser dès le lendemain. À très vite.